Bonjour à tous, avec la matinale politique de ce dimanche qui va enfin s'achever en ce début d'après-midi. Sur télé, vous le savez bien, notre joie, notre plaisir est grand et si grand de vous voir plus nombreux chaque dimanche qui précède un autre dimanche. Et comme toujours, à chaque fois, plus engagés, plus déterminés que jamais, nous avons avec nous notre consultant politique, notre chroniqueur politique, expert électoral, spécialiste et formateur en communication média et communication politique. Vous le savez bien, il s'agit d'Agapit Napoléon Mafolican. Bonjour à vous. Bonjour à tous, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous dans cette émission que nous démarrons avec un retard dû à un petit loupé concernant un deuxième invité normalement qui devait prolonger notre matinale politique ce dimanche-ci. On s'en excuse auprès de nos téléspectateurs. Merci d'être quant à vous. Et auprès du consultant. Oui, tout à fait aussi. L'attente aura voilà, été longue. donc voilà. On peut démarrer cette émission, Agapit Napoléon Mafolican, avec cette autre disparition d'un illustre, qu'on pourra dire, de quelqu'un que les jeunes doivent apprendre à connaître, même si il a été flagrant qu'il est quelqu'un de discret, qu'il a été quelqu'un de discret. Oui, là tu fous. Bon, je voudrais renouveau à tous nos téléspectateurs. Bon repos dominical. Il va prendre fin bientôt et on se prépare sans doute pour aborder une nouvelle semaine de travail. J'espère chacun s'y prépare. Effectivement, ces derniers jours, nous avons connu beaucoup de disparitions d'envergure. C'est vrai que chaque jour apporte son lot de décès et de naissances. Mais il y a des décès qui sont plus médiatisés parce que les personnalités pas disparues ont joué un grand rôle. Et parmi elles, on est rapidement passé sur le décès du docteur Basile Adjou Moumouni, qui fut un homme effectivement discret, comme vous dites, médecin de grand renom, qui a servi à l'international, et qui, par le jeu, disons, politique, s'est retrouvé unique candidat à l'élection présidentielle donc, de 1968. C'était au terme donc, du coup d'État du colonel que les jeunes cadres révolutionnaires ont opéré en 1967, en descendant leur aîné, le général Christophe Souglo. Il fallait remettre le pouvoir aux civils. Des réformes ont été tentées, mais il fallait organiser une élection. Et en voulant écarter les dinosaures à Omadegbe, Magaya Piti, on a ouvert le jeu à une autre catégorie jeunesse. Le docteur Basile Adjou Moumouni était retenu. Les autres ont appelé au boycott. Il y a eu pratiquement 25%, selon mes lectures, 25% donc de suffrages obtenus. Mais le docteur a mieux expliqué dans son livre, on reviendra là-dessus. Et voilà, les militaires ont décidé de ne pas lui donner le pouvoir. L'élection a eu lieu, c'est vrai, il y a eu des manifestations, mais l'élection a eu lieu. Et il aurait pu prendre ce pouvoir puisqu'il a été candidat régulièrement. Les militaires, la junte, pour ne pas dire le directeur de l'époque, Paul-Émile de Souza, Benoît Sissonga et surtout Kouandété, ont décidé donc de ne pas lui remettre le pouvoir et donc de donner à un autre civil, un autre médecin, pas moins célèbre, docteur Émile Derlin. Qui n'était pas aux urnes. Qui lui n'était pas allé aux urnes. Alors donc, quand c'est vrai, nous avons eu l'occasion de rencontrer le docteur Moumouni avec Adjou Moumouni, avec des interviews dans une autre vie. On l'a lu également, il a suffisamment écrit dans un livre sur cette expérience. Nous allons revenir, je pense qu'il va falloir revenir un peu sur la vie de ce haut cadre, patriote béninois, que la jeunesse ignore. Que la jeunesse ignore, mais qui mérite d'être enseigné. Mérite d'être enseigné parce que lui a été aux élections et on ne lui a pas laissé la jouissance du pouvoir.
Et il y en a qui l'ont été et qui ont gagné, qui ont exercé et qui ont terminé régulièrement, ou en tout cas, et qui perturbent ceux qui sont là. Alors, ça pose un double problème. Il faut qu'on ouvre la problématique et qu'on échange. Tout à fait. Revenir donc de long en large sur cette villa. Mais c'est écrit quand même un hommage de l'ancien chef de l'État Boni Yayi à son endroit. Ça, c'est pas rien. Ouais, le président Yayi a fait un bon témoignage sur le docteur Badjila Djoumouni et sur son épouse en montrant comment derrière cet homme affable, humble, discret, très patriote, et se cachait une grande dame, aussi autant tout plein de qualités. Et ce qui est intéressant, c'est que les mots de président Yayi, c'est des mots forts. C'est des mots forts et justes. Oui. Et quand vous lisez, vous vous dites, mais bon, c'est bien. Moi, j'ai été ému en lisant ça, parce que bon, j'aime bien ce Boni Yayi là, qui rédige les choses là, s'il pourrait incarner au moins ces qualités qu'il salue chez le docteur Mouni, Mouni, parce que bon, tout ce qu'il dit, c'est bien. Et lui, par exemple, il a eu 2 mandats dans le chaos. Il a terminé régulièrement. Bon, pourquoi il ne serait pas dans le pays comme un gros conseiller pour son successeur? Pourquoi aller comme un chef de clan? Pourquoi se retrouver dehors avec des... Pourquoi? Enfin, il y a beaucoup de pourquoi. Et quand vous avez ça, vous vous dites, bon, c'est un peu, chacun peut faire son travail à son niveau. Ouais, c'est bon de rendre hommage au docteur Badjila Djoumouni. Il faudrait bon de le faire connaître également à la nouvelle génération. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux que chacun s'en inspire. Merci. C'est encore mieux que chacun s'en inspire. Et qu'on dise, ces personnalités-là ont chacune quelque chose que nous avons à gagner. Même lui, Yayi Boni, a des choses que la jeunesse peut tirer pour pouvoir bâtir. Mais après, il faudrait que nous travaillions à mettre en valeur les qualités. Et aujourd'hui, la meilleure personne qui peut encore incarner les qualités de Yayi Djoumouni, c'est lui, c'est le président Soglo. Mais bon, si Soglo n'est pas à son âge suffisamment sage pour incarner cela, c'est lui, Yayi, à 65 ans, c'est un âge vraiment, c'est la fleur de l'âge. Pour quelqu'un qui a eu 2 mandats présidentiels, mais il doit planer, il doit rayonner, il doit servir de point d'ancrage, il doit être un centre de gravité, parce qu'il a connu le rôle du pouvoir, il a connu les difficultés du pouvoir, il a connu l'adversité, il a connu les vicissitudes, et il a la chance d'avoir un successeur qui tente de faire beaucoup mieux que lui. L'élève a tout tué le maître. Quand on le dit, celui qui vous succède doit faire beaucoup mieux, tout au moins autant que vous. Et s'il fait plus que vous, vous devez l'applaudir. Donc, Yayi Boni est dans de bonnes postures aujourd'hui pour être un bel allié du président Talon, un haut conseiller, un médiateur national. De fait, je pense que c'est ce que moi je pense quand j'ai lu son texte d'hommage au docteur Badjila Djoumouni. Et je me dis peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais il est important de revenir sur ces choses. Et surtout de saluer les personnalités qui ont laissé leur vie. Heureusement, le Parlement a salué la mémoire de Ismaël Tidjani Sy-Apos. C'est très bien, une très bonne chose. Ce monsieur, un magistrat, très peu connu aussi. Peut-être qui ont fait la vie parlementaire. Il a été procureur général. Donc il était procureur général du parquet populaire central. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il était procureur général de la Cour suprême. Tout simplement. Parce que la Cour populaire centrale, sous la Révolution, au terme des dispositions de la loi fondamentale du 26 août 1977, était l'équivalent de la Cour suprême. Donc la Cour populaire centrale, c'était la plus haute cour. Et cette cour avait les chambres administratives, judiciaires, des comptes et constitutionnels. Donc, c'était sous la Révolution un organe important, très important de décision. Après ce moment, après la Révolution, après le renouveau démocratique, il a adhéré au PRD, il a commencé sa vie parlementaire
Et depuis lors, comme je pense, il a été quand même un grand parlementaire, le président, un ancien ministre de la Justice dans le gouvernement de Kérékou de 1996 à 1998. Il était président de la commission des lois, si je ne me trompe. Donc lui aussi, on lui doit rendre hommage. Et enfin, on parlait d'Émile Désiré Ologoudou, ancien directeur général de l'ORTB, sociologue, professeur d'université, chercheur. Là également, c'est des personnalités que peut-être la jeunesse ne connaît pas, qu'il faut quand même évoquer. C'est bon qu'en évoquant le patriote, le grand patriote, docteur Adjoumouni, c'est important de revenir sur ces deux autres qui, dans la foulée, nous ont laissés et pour lesquels la mémoire et la nation doit être reconnaissante pour les rôles, les grands rôles. Vous savez, tout à l'heure, je regardais un documentaire sur Béanzin, le rêve inachevé de notre grand frère aîné André-Marie Johnson. J'ai suivi les témoignages de Émile Désiré Ologoudou. Une voix suave, engagée, une connaissance du pays, franchement, respectable, remarquable. Je pense que c'est des personnalités qui ont fait leur temps, sans doute, qui rejoignent le Père Céleste et pour lesquels on doit rendre hommage. Revenir donc sur ces hommes qui ont su être grands, parfois su aussi recommencer à zéro. Vous avez parlé de Serpos, par exemple, qui Absolument. a été au sommet de la justice et puis ensuite a su quand même adhérer à un parti, recommencer à zéro pour une fois encore repartir au sommet. Au sommet, on va revenir. ETélé, c'est aussi ça, savoir à la fois faire les luttes d'aujourd'hui, mais ne pas oublier hier. Il faut chercher les repères et les montrer aujourd'hui. Vous voyez, nous ne recommençons jamais. Rien de ce que nous faisons n'est nouveau. On met les pas dans les traces de quelqu'un, on essaye d'incarner. Je pense qu'au niveau national, nous avons des repères, de grands repères qu'on n'a pas su mettre en valeur, mettre devant l'actualité. Heureusement que le président Talon nous montre de nouvelles voies de réussite, une nouvelle méthode de fonctionner. Et ça, c'est pas du tout aller chercher loin. C'est quand même remarquable. Il est heureux aujourd'hui de constater quand même que j'écoutais Clotaire Olidé. Et tout à l'heure, il dit, je suis de plus en plus fier d'être béninois. Je ne sais pas quel béninois ne peut pas l'être aujourd'hui. Quand vous voyez ce qui se passe dans le pays, comme il dit, on laisse ceux qui veulent voir les choses en noir, c'est leur droit. Il faut bien quelques-uns pour faire la différence, on leur laisse les soins. Et ils savent au plus profond d'eux-mêmes que les choses bougent. Que ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, c'est donc faire des choses qui incarnent une autre génération, mais qu'avant, il y avait d'autres qui ont incarné d'une manière ou d'une autre, qui n'ont peut-être pas eu le contexte, le temps pour faire. Et c'est bon d'évoquer ces quelques rares citoyens qui ont fait de leur mieux, même si l'époque n'était pas favorable pour eux. Mais qu'aujourd'hui, il est heureux de constater qu'il faut dire que le président Zissou qui on a confié le pouvoir n'était pas con. Quand il a compris qu'il fallait se légitimer, en même temps il a organisé un plébiscite, ça a marché. Et puis après, il a voulu se libérer de l'armée. L'armée s'est occupée de lui rapidement. 18 mois après, on lui a repris le pouvoir. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a, ils sont suffisamment intelligents. Et je pense qu'on peut faire des parallèles. Ça permettrait peut-être à la jeunesse de savoir les points d'ancrage au niveau local, au niveau national. Ceux qui, par-delà des générations, font de leur mieux pour mettre le patriotisme et l'amour du pays devant soi. Alors, revenons à l'actualité. L'actualité cette semaine, l'actualité politique, c'est quand même le Parlement qui a été encore très vite et même très vite en modifiant d'abord le code électoral, la charte des partis politiques et puis en votant une nouvelle loi, celle-là qui concerne le financement des partis politiques. Avant de revenir sur les grands changements que ces différentes lois apportent, Agapit Napoléon Maforika, il y a quand même à dire un mot sur le rythme qui fait parler beaucoup. Comme je dis toujours, il faut bien que certains jouent ce rôle de trouver à dire. Moi, c'est vrai, j'ai été assez surpris. Mais je vais vous dire, quand les gens disent, mais qu'est-ce qui presse? Je vous dis, j'aime à raconter que moi j'ai été baptisé le jour de ma naissance, par exemple. Ah, le jour de la naissance. Absolument. Quand j'étais baptisé le jour de ma naissance, alors quelqu'un me dira, mais qu'est-ce qui presse? On m'a dit non, le prêtre devait voyager, il devait aller à Rome, et puis il a souhaité que ce garçon, on ne le laisse pas, c'est un garçon précieux pour lui. Bon, il m'a baptisé.
Hein, quand la maman quittait l'hôpital, le tour a été fait par l'église avant de retourner à la maison. Alors, dites-moi qu'est-ce qui pressait. Alors, c'était les opportunités. Disons que, la question, on peut la poser de manière, qu'est-ce qui ne pressait pas? Qu'est-ce qui dérange? Qui peut le plus, peut le moins. Si on a pu sortir le texte du Parlement, si les services présidentiels ont été suffisamment diligents pour envoyer le document à la Cour constitutionnelle, et que la Cour, travaillant déjà sur le modèle, a pu terminer le plus tôt, ça ne dérange pas. Ensuite, ne nous leurrons pas. Qui est le président de la Cour constitutionnelle? C'est le professeur Djoboueno. Le professeur Djoboueno a porté les réformes du président Talon. Un début de mandat. Donc ça veut dire qu'il connaît un certain nombre déjà. C'est un juriste. Il fut activiste. Il fut membre de la Sénat. Amouda, il connaît. Quand vous regardez la Cour constitutionnelle là, ils sont 2 ou 3 à connaître les lois électorales. Encore qu'ils ne sont pas seuls. L'acharnement politique n'est pas... C'est pour dire. Ensuite, le service administratif. Tout à fait. Avec à sa tête Gilles Badé, le docteur. Donc, quand vous regardez, rien de nouveau. Donc, sans doute, ils travaillent déjà sur ça. Dès lors que l'évidence d'une réforme du code électoral a été lancée, peut-être qu'il y a des travaux qui... Donc, l'un dans l'autre, moi, j'aime bien cette manière ouverte d'agir que d'attendre 2 semaines, le faire pour un peu d'effort, pour comme si semblant. Non, si c'est prêt, ils sont allés et puis c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, si des gens ont trouvé qu'il y a violation, ils saisissent la Cour. Donc, il est déjà arrivé qu'on ait saisi la Cour contre les comportements des membres de la Cour ou bien contre les décisions de la Cour elle-même. Donc, si les gens trouvent qu'il y a violation, le cas. Mais comme je dis, qui peut le plus, peut le moins. Même si on peut attendre 1 semaine, on peut le faire en même temps. Alors, donc, je trouve que, moi, je salue la célérité. Et cette célérité permet d'avancer. Maintenant, s'il y a des choses, n'oubliez pas, cette loi, le nouveau code doit être utilisé pour les élections locales. Et les élections locales, c'est demain. Et quand on dit demain, c'est déjà mars-avril. Donc, sur le temps, c'est parce qu'il y a consensus général autour que ça peut s'être passé. Sinon, sur la directive et le protocole additionnel sur la gouvernance et les élections, enfin, de la CEDEAO, en principe, aucun amendement fondamental substantiel ne peut être porté aux textes électoraux 6 mois avant. Sauf, c'est un consensus. Mais dans ce cas-ci, oui. Actuellement, il y en a. Le dialogue politique. C'est un dialogue politique, absolument le dialogue politique. Et aujourd'hui, regardez qui conteste quoi dans ce nouveau code. C'est vrai qu'on peut s'interroger, hein, tant de changements, tant de modifications apportées, on va dire, à ces tests-là, et puis dans la sérénité. Dans la communion, dans une sorte de communion généralisée. On sent qu'il y a une adhésion. C'est vrai que ça ne fait pas débat, les points, sauf peut-être... On l'a dit. Oui, il y a quelques points qui, non, même à l'intérieur, il y a quelques points qui se prennent, mais pas polémique. Il y en a qui disent, je veux bien voir comment ça va fonctionner. Tout à l'heure, j'ai écouté, il disait, je veux bien voir comment ça va fonctionner. On va voir, c'est bon, c'est bien, dans l'absolu. Parce que vous savez, mais beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup de choses ont changé. Je vais encore sortir le mot. Mais c'est révolutionnaire ce qui se passe. C'est révolutionnaire. C'est une révolution politique qui se passe dans ce pays sans bruit, sans armes. C'est une révolution qui est portée par le président Talon, par les membres du gouvernement, par le Parlement, depuis la 7e législature. Mais ça se passe en douce. C'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent plus à suivre le rythme, c'est eux qui sont de côté, et les plus sages se taisent, et les autres brûlés. C'est ça le problème en fait. J'allais d'ailleurs poser la question, est-ce que même le consultant politique que vous êtes, est-ce que vous arrivez quand même à suivre? Ah non, moi je suis moi je suis le rythme. Moi je suis. Peut-être je ne suis pas aux actes. Moi, je ne suis pas. Mon rôle est de lire, de comprendre, d'analyser. Parfois de faire
de relier des situations analogues. Mon rôle est ça. C'est vrai que beaucoup s'improvisent consultants. Et ça, c'est sans fausse modestie. Je pense que pour jouer ce rôle, il faut être relié. Il faut savoir lier le passé au présent, le présent au passé, et avoir une sorte de marge de situations sur lesquelles on peut opiner. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est presque révolutionnaire ce qui se passe. Il faut retourner à la période du PRPB, il faut retourner à l'ère du PRPB pour voir une sorte autant d'activisme au niveau de la production législative. Et là encore, regardez le temps du PRPB, c'est que c'était le moment où il fallait montrer qu'on est en mesure de se prendre en charge. Mais en dehors de ce moment, parce que le bureau politique était mis en contribution, le comité central, les organisations de masse du parti, tout ça était en activité. Ébullition générale. Ébullition générale. Aujourd'hui, on n'est pas en temps du PRPB. On est en temps de la Constitution du 11 décembre 90, issue de la Conférence nationale de 90. On est dedans. La réforme constitutionnelle n'a fait que amender en des articles précis. Et là, aucune preuve, parce que c'est des choses tellement évidentes et allant de soi qu'on est touché. Non, le constitution n'a pas pris de coups, mais parfois, il est obligé d'adapter son rythme au rythme qui se passe au niveau supérieur, parce que il se fait que, effectivement, franchement, le président de la République va à un rythme à pas de charge. Et ce qui est intéressant, c'est que les parlementaires suivent et les organes de contrôle suivent. Également. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il y a un élément sur lequel les gens s'interrogent, peut-être que le consultant, lui, comprend, c'est l'unanimité avec laquelle tout passe au Parlement. Ça peut questionner, ça peut interroger. Non, non, du tout, du tout. On a la chance d'avoir un Parlement, des gens qui sont dans la dynamique des réformes présidentielles. Je dis, les lois, c'était tout l'enjeu des élections passées. C'était tout l'enjeu des élections législatives de mars, d'avril 2010. L'applicabilité de celle-là. Non, c'était tout l'enjeu parce que, après le moment, certains se sont mis, on remarqué qu'ils ne pouvaient plus suivre le rythme. Qu'ils sont dépassés ou bien ils ont été surpris. Ils estimaient qu'il fallait tout casser. Parce qu'ils craignaient qu'une fois le président, les élections organisées avec les deux maillots de bloc, et que le président puisse faire passer ces réformes. Parce qu'eux, ils sont là pour bloquer les réformes. Je continue de me demander, personne ne m'a encore rassuré, pourquoi on a rejeté le projet de révision constitutionnelle du 4 avril 2017. Personne. Aucune réponse. Si ce n'est pas une réponse politique. Pourquoi on a rejeté, on n'a pas suffisamment de qualité, on n'a pas suffisamment soutenu la proposition de réforme pour créer la Cour des comptes, pour faire des élections générales et faire des discriminations politiques portées par les anciens présidents de l'Assemblée. Pourquoi on l'a pas? Là encore, personne ne peut répondre. Donc, vous comprenez que certains sont dans une posture de blocage. Et c'est eux qui se désolent aujourd'hui que tout fonctionne. Le consultant ne peut pas se désoler. Bien au contraire. Je vous ai dit, le propre d'une démocratie, c'est d'avoir un parlement qui appuie l'action du gouvernement. Et partout, le Premier ministre est désigné dans la logique de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire. Pour que les actions font. Ah ben, si vous êtes un exécutif qui n'avait pas le soutien du Parlement, vous ne pouvez pas avancer. Tout est bloqué. Mais ce qu'on doit dire, c'est la qualité des débats au Parlement. Bien que cette soit voté à 100%, pratiquement, regardez la qualité. Les débats sur le code électoral ont été vifs. Les débats sur les chefs des partis politiques ont été vifs. L'article 242 a fait l'objet de grands débats. Les gens, donc, ce n'est pas une assemblée non plus de béni oui. C'est vrai que les gens s'interrogent avec cet unanimisme. Est-ce qu'on a de quoi, on va dire, barrer la voie au couac ou aux choses qui pourraient encore poser problème? Mais quand on a eu des assemblées avec de la belle littérature d'opposition, ça nous a empêché d'avoir des textes incohérents. Non, c'est pas la littérature qui fait les textes parlementaires, les beaux textes. C'est plutôt la célérité. C'est plutôt l'adhésion. C'est plutôt le sens, l'esprit patriotique. Où on se démarque de ses propres intérêts.
l'intérêt de ce Parlement, c'est que les gens disent clairement ce qu'ils ont à dire, mais ils n'oublient pas la finalité. Oui, le vote n'est pas mécanique. Nous allons voter, mais nous avons nos différences. Donc, pour moi, c'est une chance pour la République d'avoir ce Parlement, aujourd'hui, accompagnant l'action pour que les réformes soient faites. Vous savez, aucune réforme ne se fait dans la joie. Réforme, c'est changement. Changement, c'est comme révolution. Révolution, c'est bouger les habitudes, c'est bousculer les réflexes, c'est toucher aux intérêts. Et chaque fois, il y a tous des gens qui résistent. Il faut toujours une coalition pour réussir ces réformes. Et je pense que c'est ça que l'esprit démocratique à l'occidental, avec les régimes parlementaires que nous avons dans la plupart des grands pays occidentaux, où quand vous perdez la majorité au Parlement, le gouvernement est dissous. Parce que c'est le choc. Donc, avec le moment où le Parlement est en harmonie avec le gouvernement, ces projets vont passer, puis il faut faire campagne sur des projets. Il est inimaginable que quelqu'un dit je soutiens le chef de l'État et vote contre les lois. Mais on a vu ça. On ne peut pas dire je soutiens le gouvernement et voter contre les lois du gouvernement. Les lois en question, une loi c'est une vision portée pour sur les objectifs à atteindre. Donc c'est la manifestation à une période donnée de la vision ou du courant dans lequel s'inscrit un bloc politique, un groupe politique pour atteindre des objectifs de développement. Donc ce n'est pas susceptible de critique. C'est absolument, on peut critiquer. Parce que ce n'est qu'une vision. Même le code actuel voté par 83 députés sur 83. Quand vous regardez, il y a des points qui peuvent faire polémique. Pas parce que des points là vont créer des problèmes, mais parce que d'autres personnes pensent à autre chose. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que ce que moi je pense là ne s'est pas manifesté que le code est mauvais. Non, il y a plusieurs voies. Le président Zissou, on l'a taxé d'avoir amené les taxes sur la capitation en 68, quand il a pris le pouvoir, quand on l'a installé au pouvoir. Et dans une de ces dernières interviews, il disait, mais tout le monde critiquait l'impôt sur la capitation. Tout le monde attaquait. D'abord, est-ce que l'impôt allait dans les poches de Zissou? Non. Ça, c'est la première question qu'il a posée. Mais il va plus lui dire, mais ce qui est curieux, c'est que tous ceux qui m'ont succédé, personne n'a touché à ça. Et pourtant, ils ont attaqué. Mais ils n'ont pas touché. Quand ils arrivent, ils laissent ça de côté. Je vous dis, la loi, l'impôt n'a été suspendu, aboli, abrogé, que par le biais donc, des mesures sociales, des mesures d'accompagnement suivant la dévaluation du franc CFA en 1994. Donc, de 68 à 1994, donc 25 ans, l'impôt de Zissou, Takwe est resté là. Le PPB a doublé presque. Il a fallu 5 ans après le renouveau démocratique pratiquement pour que ce soit aboli. Et comme mesure sociale, après la dévaluation du franc CFA. Pourtant, quelque chose on n'a pas dit. Donc, c'est facile de critiquer. Mais à l'œuvre, on se rend compte qu'on ne peut pas faire mieux. Alors voilà, on va revenir cette fois-ci, on va dire, à ces choses qui vont changer grâce à ces lois-là, qui sont d'ailleurs en vigueur parce que promulguées déjà, on va l'aborder. D'abord, quelque chose qui nous est cher parce qu'il me semble que nous l'avons inventé, la Sénat, sauf si je me trompe. Ça va nous manquer, la Sénat. Elle sera... non. Pourquoi la Sénat va vous manquer? Elle va être remplacée par ce qui va s'appeler à partir de... Après 2021, donc, ce qui va s'appeler le Conseil électoral. Est-ce que vous êtes toujours avec vos parents? Vous leur manquez. Et pourtant, ils sont passés à autre chose déjà. Vous existez toujours, mais vous avez pris notre orientation. La vie, c'est les naissances, c'est les créations. Et puis, à un moment donné, on s'attache. Et puis après, il faut savoir se détacher pour que ça continue de faire. Nous tous, on a des parents. Et je savais des parents qui étaient tellement, vraiment très proches de leurs enfants. Et puis après, il y a les mutations. Et oui, c'est comme ça la vie. Le Bénin, le Dahomey d'abord, le Bénin ensuite, entre-temps la République populaire du Bénin, voilà, tout ça c'est le pays. Bon, ça, non, la Sénat a existé.
On l'a inventé, après passer à autre chose. Est-ce qu'on avait vraiment un pays sérieux n'en avait pas besoin d'ailleurs. Disons les choses, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Dans les démocraties sérieuses, on ne conçoit pas que dans une démocratie, que les structures régaliennes de l'État ne fassent pas. Et le président Soglo n'en voulait pas de cette Sénat, il n'en voulait pas. Il a fait sa bataille avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-François Félio. Ils se sont bataillés après à la Béguin. Ils ont bataillé contre. Ils ont ferraillé contre, comme on le dit. Parce qu'ils n'en voulaient pas. Pour eux, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections. Ce qui est normal, par ailleurs. Mais le contexte de 90-94 était tel qu'il fallait bien, pour sauvegarder un certain nombre d'acquis, enlever cette affaire du ministère de l'Intérieur. C'était ad hoc. Et puis après, les obligations, les exigences de régler les questions de l'après-élection, on a amené à créer le secrétariat exécutif permanent de la Sénat. Si je me trompe, SAP-Sénat, le secrétariat administratif permanent de la Sénat. Là également, on a vu les limites, parce qu'entre deux élections, le SAP-Sénat semblait se trouver sans lien. Puis après, on a créé la Sénat permanente. Ça ne répond pas vraiment à la logique d'aujourd'hui, parce que si on doit être tous les 5 ans. Donc, dans un espace de 5 ans, une Sénat ne servira pas à grand chose, puisqu'ils seront là à se tourner les pouces. Donc, le Conseil électoral répond à la nouvelle donne. Elle est là, il est là, organe politique, il se retrouvera tant que de nécessaire, mais entre-temps, il y a une direction générale qui est une administration régalienne de l'État. On est revenu aux fondamentaux. On est revenu presque aux fondamentaux, et c'est heureux également. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où on avance, puis après il faut qu'on se détache pour continuer le cheminement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on va dire, à l'ossature tel que prévu. C'est vrai qu'on est loin, après 2021, c'est pas aujourd'hui, mais il y a tout de même à avoir la majorité parlementaire, la minorité parlementaire, et même le leader de l'opposition aura son représentant. De manière technique, quand vous regardez un peu, c'est un conseil, donc c'est un conseil d'administration. Pour moi, on pourrait peut-être faire mieux dans la composition. On pourrait faire beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, ça prend en compte les différents aspects attendus. C'est-à-dire qu'on a la majorité, on a la minorité, on a l'opposition. En réalité, à l'intérieur, on a majorité-minorité. À l'extérieur, on a chef de l'État, opposition. Je trouve que l'équilibre est établi. C'est pas mauvais, c'est bien. En termes d'équilibre, c'est bien. Et comme le magistrat, lui, vient un peu comme pour couper la porte en deux, pour être un peu l'œil extérieur. L'œil extérieur, l'œil du magistrat, c'est encore le meilleur œil, entre autres. Mais cela dit, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'experts électoraux sur le terrain. On a côté Olydé, on l'a reçu. C'est un expert électoral. Diplômé de l'université de Calavi, formé pour ça. Pour le management des élections. J'espère bien qu'ils trouveront leur ancrage. On trouvera comment les utiliser. Parce que c'est un diplôme professionnel. Qu'ils soient là et qu'on ne tient pas compte d'eux. Poserait quand même un peu de cohérence quand c'est l'université nationale qui forme et qu'après les instances ne pas à les intégrer. Ça, c'était mon petit coup de gueule sur ces documents. Donc, cela dit, la configuration n'est pas mal du camp de l'extérieur du camp politique, de l'intérieur du Parlement, du camp politique, et puis le magistrat. Le magistrat, et lui passait pair par ailleurs. C'est vrai que vous avez parlé de ces diplômés-là, effectivement, même s'ils ont payé, même si vous avez payé vos formations, on sait combien l'État dépense sur chaque diplôme. L'université nationale a un coût, et quelque chose qu'on paye, l'État dépense. Lorsqu'il y a un diplôme aussi important comme le management des élections, il faut le rentabiliser. Quand même. Je pense qu'il faudrait trouver un mécanisme pour que les administrateurs électoraux soient réellement impliqués. Ils le font, ils essayent de l'être. On a la chance que la Sénat actuelle compte en son sein un administrateur électoral, Mme Bokonadjo, la vice-présidente, et qui autour d'elle a d'anciens auditeurs. Donc la Sénat actuelle directement, dans son conseil, comme dans son administration, compte des administrateurs électoraux. Bon, espérons que les autres conseils en auront aussi, pour qu'ils apportent leur expertise. Parce qu'ils en ont, ils ont formé pour. C'est bon quand même d'utiliser leurs compétences et leur expertise. Voilà, on va aussi parler de la LEPI,
qui va nous manquer, Hilalepi. Il y aura en lieu et place la liste électorale informatisée au lieu de la liste électorale permanente informatisée. Là encore, les choses changent. Est-ce qu'une liste est vraiment permanente? En fait, bon, c'est des trucs, des concepts, vous savez, quand on rentre dans ces genres de choses. Une liste, c'est une dynamique. Une liste, c'est l'informatisation qui est permanente. Après, la liste elle-même est dynamique. Parce qu'au moment où on la construit, il y a des décès, il y a des naissances. Et si les gens sont arrivés, on a inscrit les gens dès 8 ans, alors que la majorité, c'est 18 ans. 18 ans. Voilà. On commence à voter, la majorité électorale 18 ans. Donc ça veut dire que 10 ans après, la liste a changé. Mais là n'est pas le problème. Le problème est qu'à chaque élection, on ouvre toujours pour que les gens aillent. L'actualisation. On l'actualise. Donc, dès qu'on a actualisé, cette liste, elle n'est pas permanente. Donc, moi, je veux rester même terre à terre comme ça, sans rentrer dans le concept de l'EI, et puis, franchement, le pays a beau rester, on peut le doubler, comme on peut l'enlever. Ça ne change rien. C'est le processus et la transparence dans la confection de la liste électorale qu'il faut veiller à suivre. C'est ça. Est-ce que la LEI est moins ou plus transparente que la LEPI? Voilà comment il faut chercher les choses. Si on ne cherche pas, on ne recherche pas. Là, on va chercher dans les formulations, dans les pays en plus ou en moins, on se tromperait vachement. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. L'une me paraît plus actualisée que l'autre. Bon, voilà. De toute façon, on va devoir l'actualiser avant de l'utiliser. Donc, pas de souci. Clairement. Il y a aussi autre chose que vient changer ces lois votées et promulguées. La caution. La caution, ne serait-ce qu'au niveau de la présidence, donc qui passe de 250 millions de francs CFA. Ça fait beaucoup parler, on s'en souvient, à 50 millions de francs CFA. Un recul si on tient compte peut-être de ce qu'on visait? Ah non, c'est pas un recul. En fait, c'est également les conséquences du dialogue politique. Il fallait quitter cette atmosphère de vouloir bloquer les jeunes, un truc d'être aristocrate. Mais en fait, par rapport aux électifs qui étaient visés, les électifs visés aujourd'hui sont assez atteints avec toutes les réformes qui sont conduites ensemble. Ensemble. Parce que on a parlé des cautions, en ajoutant le parrainage. Oui, oui. Ah voilà, le parrainage vient amortir la réduction des cautions. Parce qu'avec le parrainage, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir 10 candidats. Plus. On peut avoir au maximum 10. Parce que le parrainage ne peut pas être moins de 10% des élus locaux, des maires, c'est-à-dire des maires et des députés. Ça veut dire que 10 fois 10, ça fait 100%. Ça veut dire qu'après 100%, il ne peut plus parrainer. Donc, autrement dit, l'élu ne peut pas parrainer deux. Non, un élu ne peut pas parrainer deux. Et si l'élu ne peut pas parrainer deux, comment vous allez parrainer deux? Bon, donc, si l'élu ne peut pas parrainer deux, ça peut avoir deux fioles. Oui, mais parrainer deux pour une élection, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. Donc, un élu ne peut pas parrainer deux. Ça veut dire qu'on atteint les 100%, ça fait au maximum 10. Alors 10, donc c'est gérable. Contre les 25, 30, 40 qu'on avait avant. Donc, pour moi, je pense que la réduction de la caution, qui est l'une des véhémentes attentes requêtes de l'opposition, aujourd'hui est actée pour toutes les élections. 50 millions pour le président de la République, 1,5 million par candidat pour les législatives. On a beaucoup, ça veut dire que le dialogue politique a pris par là. Mais au même moment, je pense que en termes d'effet, en réduisant, on ne perd pas non plus le Nord, puisqu'il y a la question des parrainages qui est là, qui peut amortir toute velléité d'hypertrophie de candidature. Alors, l'autre élément, là, on n'a pas changé. C'est vrai que vous l'avez déjà évoqué avec de vifs débats autour les questions de 10% pour les législatives, pour être notamment éligible à la répartition des sièges. Cette question-là reste, cette règle-là reste. Vous pouvez nous l'expliquer? Non, on l'a changé un peu. On l'a changé puisque... Petite modification. Ah si, mais de détails. D'accord. Détails, moi, de manière taquine. Je me suis dit, bon, puis les gens ont du mal à comprendre le bout de phrase qui est limité à café, qui voudrait qu'il y ait au moins 4 formations, au moins. Et si autant ils sont intéressés aux élections, les gens sont venus pour simplifier tout le dispositif. C'est-à-dire que
10% national avant d'avoir, pour être qualifié à la répartition des sièges, point. Donc, si un parti a 91% et l'autre est 9%, il me semble que c'est le parti qui a 91. ramasse tout. Il me semble. Donc, on est bien parti pour un risque, par exemple, de voir un parlement unipartite, si vous voulez. Non, c'est un débat d'école. Mais pourquoi pas? Si au terme des élections, le Parlement, le parti fistole 97% des suffrages. La population l'aura voulu. Ils l'auront voulu. Donc, avant, pour les législatives, il était fait de cette sorte qu'il y ait une multiplicité de partis. En tout cas, qu'un seul ou deux ne prennent pas les sièges, c'est-à-dire qu'il y en ait plus sur le terrain. Bon, là, aujourd'hui, parce que les gens ont du mal à comprendre nos tests, on l'a simplifié. C'est plus simple. C'est plus simple pour tous. Chacun se prépare à avoir au moins 10% s'il veut siéger. Alors, après tout ça, c'est vrai qu'il y a d'autres changements, mais les majeurs, c'est cela. On peut dire que le dialogue politique, l'attente de vouloir, on va dire, calmer le jeu, on va dire, le mouvement est parachevé après cette promulgation de ces... On allait même au-delà des attentes. Je pense que là, maintenant, on a parachevé plutôt les réformes en essayant d'arrondir certains angles et en essayant de tenir compte de ce qui n'a pas bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que notre texte actuel est parfait. Non, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il y a sans doute encore des éléments qui vont nous... Mais ce genre de balises ont été mises pour que les gens puissent, il y a moins de problèmes de difficultés possibles et que donc les gens puissent se retrouver dans ce qui se fait. L'opposition, ceux qui sont de bonne foi de l'opposition et qui pensent qu'ils avaient été écartés, je pense que, ou comme d'ailleurs des gens de la majorité présidentielle qui pensaient. Donc je pense que tout ça a été Moël Benaki n'en finit pas de tester, de fulminer. Donc on doit, disons que on doit plutôt savoir raison garder maintenant et surtout avoir confiance en l'avenir. Il y a une chose peut-être à se demander, est-ce que les partis politiques, on va dire, savent bien, on va dire, les exigences de ces nouveaux tests-là. On n'a pas des débats autour. C'est vrai que, voilà, le BR était, on va dire, sa rentrée politique, mais il y a très peu de débats, à part ce que vous, consultants, vous animez. Est-ce que les partis sont, on va dire, conscients des exigences de tout ça? Disons que beaucoup de militants de ces partis assistent au changement. Et il y a une hiérarchie, l'élite qui est déjà une élite militante, essaye d'expliquer. Je pense qu'il faut attendre d'abord la promulgation de tous les textes. D'abord. La publication. Promulgation et publication de tous les textes, pour qu'on puisse faire vraiment de grands débats. Article par article, au besoin, ou bien concept par concept. Aujourd'hui, on ne peut que spéculer. Et donc, c'est normal qu'au sein des partis, les gens se taisent. Mais dans quelques 3-4 mois, quand les textes seront régulièrement publiés, ça nous permettra donc de voir concrètement qu'est-ce qui a pu changer en bien ou en mal. Mais dans l'ensemble, nous vivons jour le jour ces changements. Donc, c'est normal que nos opinions, c'est notre travail. Il y en a qui sont militants, mais ils sont sur d'autres chantiers, de front. On va leur demander de faire comme nous. À mon avis, je pense que chacun a sa place. Il faudrait que les partis politiques travaillent. Le Bloc républicain a eu sa rentrée politique. Il y a une des semaines, c'était il y avait on va dire, l'Union progressiste dans le zoo. Il y a le Moël Bénin est actif, voilà, et l'UDBN. Donc, autour de les partis, ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut bouger, ils bougent. Maintenant, il faudrait peut-être que certains se spécialisent et essaient d'opiner le plus souvent sur ces questions d'actualité, parce que c'est ça, animer la vie politique nationale. C'est un étude, il ne faut pas rester caché non plus et attendre les élections. Voilà. Alors, puisque chacun doit rester, on va dire, dans ce qu'on pourrait appeler son couloir, on va vous demander, consultant, de résumer tout ça avant qu'on ne puisse laisser l'antenne au service de l'information pour le journal. Non, ce qu'il y a résumé, c'est vraiment à montrer que le Bénin avance à grands pas, qu'il se produit une révolution politique dans le pays qui fera l'objet encore de grandes théories, d'écrits empiriques et de productions dogmatiques, doctrinales, ou de production doctrinale, pas dogmatique, de production doctrinale. Parce que hier, on dirait que c'est inimaginable. Aujourd'hui, c'est déjà acté. Donc, on a révisé la Constitution. On a réglé beaucoup de problèmes dans cette révision.
Alors que des gens diront, on a passé le temps à pérorer, vraiment à vouloir se ôter la vie. Rien qu'à l'entendre de la révision de la Constitution, il a fallu un management pour qu'on en arrive là. On a touché aux textes fondamentaux en dehors de la Constitution. Il y a les lois organiques, les lois simples. Et là encore, les gens l'ont fait en se serrant la main et en rigolant. Aujourd'hui, on a modifié la carte des pratiques politiques et des procédures politiques pour les élections à venir. Alors ça, c'est également l'actif. Et tout ça, dans une ambiance de coopération, une ambiance de fusion. De fusion. Il y a eu le dialogue. Avant le dialogue, il y a eu la rencontre avec les chefs d'État des partis qui avaient des difficultés. Avant, il y avait le discours du président de la République. Et après, il y a eu le côté des experts. Et il y a la suite. Je pense qu'il y a une méthode de gestion que vous saluez. Et ça, c'est la méthode Patrice Talon. Je pense que ça va produire ses effets les jours. Après, il y a des difficultés comme la fermeture des frontières qui embêtent. Il y a des difficultés inhérentes à la gestion du quotidien. Ça fait partie des choses de la vie. Mais honnêtement, il se passe une révolution politique aujourd'hui dans le pays que nous devons saluer, accompagner tant qu'on peut et surtout faire ombrage à ceux qui veulent mettre à mal ces acquis actuels. Les Béninois commencent par savoir et mesurer à sa juste taille cette révolution dont vous parlez, que vous n'avez de cesse de souligner sur ce plateau. Agapit Napoléon Maforika, merci à vous. Et puis, pour ceux qui ne comprennent pas les difficultés d'une transformation sereine, juste un tour dans une forge, voir comment est-ce que pour créer, pour inventer quelque chose, le forgeron se fatigue et est obligé, on va dire, de rougir le fer. Juste que ça. C'est pas que le forgeron, il y a le fer même. Le fer lui-même. Ah oui, parce qu'on le soumet à une haute température. Énorme degré pour pouvoir le fondre. Tel est, on va dire, le quotidien de ceux qui s'emploient à transformer, on va dire, leur monde. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Restez connectés parce que juste après votre décryptage, le décryptage de la semaine politique, le service de l'information s'installe avec Karine Adenini pour le journal de la mi-journée. Et nous, on part à la route de Porto Novo.